Toujours dans ton livre, la bibliographie très complète, tu parles de Robert Charroux, incontournable Charroux. Alors Robert Charroux est très controversé également. Oui, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais comme tu le dis, incontournable. Alors moi, je sais que si j'en avais un conseiller, ce serait le livre de ses livres, qui est un petit peu un condensé de tout ça. Mais pour les avoir pratiquement tous lus, moi j'ai pour Charroux un peu un attachement assez particulier. Alors même si effectivement, encore une fois, on peut discuter. Il y a des choses qui sont vraiment très parlantes chez Charroux. Alors on parlait tout à l'heure du déluge et notamment son explication du déluge avec cette vague qui fait 3-4 km de haut, je dis bien 3-4 km de haut, et qui se serait déplacée à 2000 km/h. Et Charroux a cette explication en disant, finalement, quand on y réfléchit, aujourd'hui, les différentes ethnies au regard de la planète, quand on regarde l'ethnie des Blancs part des hauts plateaux d'Iran, l'ethnie des Noirs part des plateaux d'Abyssinie, l'ethnie des jaunes part des hauts plateaux du Tibet, l'Himalaya, et l'ethnie des rouges, entre guillemets, part des hauts plateaux du Mexique et des Andes. Et c'est vrai que quand on regarde, donc Charroux dit, contrairement à ce qu'on nous dit, nous, sur notre civilisation, on ne sort pas de l'eau, on descend des montagnes. Oui. Tu vois là aussi, quand tu parlais des bergers tout à l'heure, Charroux dit clairement, il dit finalement, ceux qui s'en sont sortis, de ce déluge, de cette vague gigantesque qui a déferlé autour du monde. Ce sont ceux qui avaient pris un peu de hauteur. Ceux qui avaient pris de la hauteur. Et il va plus loin que ça. Il dit ceux qui étaient à plus de 2000 mètres. Et là, vraiment, ça interpelle, puisque c'est vrai qu'on nous dit, quand on regarde la rencontre des ethnies, l'ethnie des Noirs qui descendent des plateaux d'Abyssinie, c'est-à-dire qui suivent le Nil, ils remontent le Nil, qui rencontrent finalement l'ethnie des Blancs qui elle est descendue des plateaux d'Iran, le mont Ararat, on est là, l'arche de Noé qu'on décrit, qui serait là, ils se rencontrent où? Ils se rencontrent par là. Alors, est-ce que après les plaines de Mésopotamie deviennent la Chaldée, toutes ces histoires, je crois que véritablement la Charroux met le doigt sur quelque chose d'important. On peut discuter après du bien fondé de cette théorie, mais au moins ça donne sujet à la discussion. Celle-ci m'intéresse vraiment m'apostrophe, parce que je crois que sur le fondement on est aujourd'hui quelque part on admet que le déluge existe. Comment ça s'est passé? À quel niveau? Je sais pas. Alors, est-ce que les pyramides, finalement, étaient antédiluviennes ou après? On a toutes ces questions qui se posent aujourd'hui sur lesquelles on n'a aucune réponse. À quoi servait l'Ankh? Voilà, c'est toutes ces questions aujourd'hui qu'on a. Et puis, ça interpelle pourquoi? C'est qu'on va revenir aussi sur l'histoire officielle. Tu vois, on nous dit, quand tu prends un bouquin d'histoire, on nous dit, on se met au néolithique. Le néolithique, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Et on nous dit, en 5000 ans avant Jésus-Christ, l'homme... Ils sont quelques centaines, quelques milliers, ils sont dans les cavernes. Mais drôle d'idée, je veux dire, même si l'homme est un animal, quand il fait beau, tu vas près d'un fleuve, t'es pas enfermé dans ta caverne. Mais si, pour les gens officiels, ils sont dans les cavernes. Et tout d'un coup, mais vraiment, tout d'un coup, l'homme sort des cavernes, il se multiplie d'un coup de braguette magique, et il construit les pyramides. Et il construit les pyramides. Et là, tu te dis, il y a quand même, dans l'histoire officielle, il y a quelque chose qui cloche. Mais tu sais, la construction des pyramides en elle-même n'a rien de surprenant, quoique c'est un peu provocateur de ma part. Mais lorsque l'on retrouve des pyramides en différents endroits de la planète, alors qu'il n'y avait pas de téléphone, que les hommes ne naviguaient pas sur les océans et sur les mers, comment ont-ils pu se passer les plans? Complètement, que l'on n'a jamais retrouvé. Les plans des pyramides n'ont jamais été retrouvés. Si tant est qu'il y a eu des plans de construction. Les secrets de fabrication des pyramides, là aussi, Guy-Claude Mouny a tenté une hypothèse de Davidovits. Alors moi je reprends effectivement les travaux de Davidovits, puisque pour moi c'est la seule hypothèse qui aujourd'hui tient la rampe, si j'ose dire. Justement, parce elle est bien vue celle-là. Elle tient la rampe. Excusez-nous, on rigole. Hein. On voit bien que quand ils essayent de nous faire passer les ronds dans un carré à travers la construction des rampes, ça ne marche pas, quel que soit le cas de figure, parce que dès qu'on prend un peu hauteur, ça implique des rampes qui ne tiendraient jamais. Donc toutes les hypothèses qu'on est en train de nous servir depuis un moment, ça ne tient pas. La seule qui effectivement aujourd'hui mérite le plus grand intérêt, c'est l'hypothèse de Davidovits. Qu'est-ce qu'il nous dit Davidovits? Il nous dit voilà, c'est pas compliqué, les pyramides, elles ont été construites avec de la pierre agglomérée, c'est-à-dire la pierre qui était fabriquée sur place, avec une partie des alluvions qu'on a été prendre en bordure du Nil, qu'on a aggloméré avec de la chaux, on a fait une grande pâte, on a mis ça dans un moule et on a laissé sécher sur place.
La preuve de ça, on l'a aussi, puisque les pierres des pyramides, elles sont fossilisées, c'est-à-dire qu'on retrouve des fossiles dans les pierres. Ça veut dire que ces pierres-là ont été fabriquées sur place. Ouais. À partir de là, je suis comme Davidovich, je dis ça sert à rien de se casser la tête. D'imaginer des rampes Non, intérieures, etc. Voilà, c'est ça. C'est qu'effectivement, ils ont construit les pierres sur place. Et là, ils montaient du sable, ils montaient de la chaux, ils montaient de l'eau. De l'eau. Ils faisaient leur mixture sur place, ils laissaient sécher et ils démoulaient. Et ils sont montés comme ça, petit à petit, à chaque fois. Ce qui explique aussi le fait d'une parfaite, je veux dire, au niveau du calcul de l'angle, c'était parfait. Je veux dire que on a avec Davidovich. Alors aujourd'hui, il est encore contesté, mais je pense qu'il sera de moins en moins contesté parce que ça devient incontestable. Mais c'est aujourd'hui la seule explication crédible qu'on ait par rapport aux pyramides. Alors la question après, l'autre question importante, c'est la question de la datation. La question de la datation, c'est elle date de quand ces pyramides? Alors moi, je reviens sur l'histoire officielle où on me dit 2007, on dit 2008, allez 3000, bon. Et puis il y en a qui vont à 10 000, il y en a qui vont à 7000. On ne sait pas. Alors là, j'avoue que j'ai du mal à comprendre. C'est le Sphinx aussi. Est-ce qu'il est à moins 10 000? Est-ce qu'il est Est-il avant ou après? Voilà. Est-ce que c'est avant Qui y avait-il sous le plateau de Gizeh? Voilà, tout à fait. Ça, c'est des questions. Moi, je reste je suis pas un spécialiste du tout, hein. Donc, mais tu es un fouineur, voilà. Mais en tant que simple citoyen qui essaye de me faire une idée sur le sujet, en me documentant, hein, je me dis aujourd'hui, bon, allez, on prend Davidovich, c'est clair, c'est ça. La question après, c'est celle de la datation. Est-ce qu'un jour on pourra dater? J'espère que oui. Quelle est la signification exacte des pyramides? Est-ce que quand on lit aussi je crois que c'est dans le livre 7 d'Hérodote, il nous dit à un moment donné, c'est assez long, il y a ce passage où il dit mais dites-vous bien que les Égyptiens ne sont les héritiers que d'une autre civilisation. Ouais. Alors là, on se dit, attends, donc si les Égyptiens sont les héritiers d'une autre civilisation, quelle est cette autre civilisation? Et c'est là le rapport avec le Languedoc, s'il y en a un. C'est quand je disais tout à l'heure, c'est est-ce que l'Égypte vient vers le Languedoc ou est-ce que c'est le Languedoc qui vient vers l'Égypte? Ouais. Parce que c'est pas du tout exclu. Alors si on reprend l'idée, voilà, tu vois, là continue. On est dans l'extrapolation, mais c'est une théorie sur laquelle je continue à travailler parce que j'ai pas encore réussi à prouver qu'elle est fausse. Tu vois, je m'applique aussi à moi-même le truc, donc je travaille aussi à détruire mon hypothèse, mais jusqu'à présent, j'ai pas réussi. C'est de me dire, imaginons un seul instant que en haut des Pyrénées, à un moment donné, il y a une station comme on peut imaginer les pics du Midi aujourd'hui, et que cette vague-là passe et qu'il reste le truc. Qu'est-ce qu'ils font? Ils attendent la fin du nuage qui doit bâcher, et puis après, ils redescendent. Ils redescendent où ça? Ils redescendent, imaginons que ça se passe en haut du Canigou. Ils redescendent, et puis ils arrivent où? S'ils redescendent du Canigou vers le nord, ils tombent où? Sur Puyvert, sur Rennes-le-Château, sur tous ces coins-là. Donc la civilisation post-diluvienne, en imaginant, hein, j'ai pas dit oui. Mais c'est une piste sur laquelle je travaille également. C'est-à-dire que est-ce que au-delà de l'Égypte, tu vois, on disait ça peut pas être une réminiscence encore antérieure? Moi, j'en suis vraiment là. J'essaye de trouver le pourquoi du comment du mystère du Languedoc. Mais il existe. As-tu lu le livre de Isaac Ben Jacob, Sarah Wichberg, et j'ai oublié le troisième, Mu, le sacré dévoilé. Il faut absolument que je lise ça. Distribué par l'ami Thierry Garnier. Ouais. Si tu nous écoutes, Thierry, fais un petit coucou. Comme toi, Johan, même en Belgique, je rappelle le numéro du standard, 01 34 12 12 22, 01 34 12 12 22. Question existentielle, peut-être. Question à se poser, sûrement. D'où venons-nous? Où allons-nous? Pourrions répondre qu'on vienne chez nous et qu'on retourne chez nous. Ça sent Pierre Dac. Ouais. Ça c'est pas mal, comme aurait dit Pierre Dac. Mais il y a d'autres questions. Nous sommes là aussi pour pas simplement rester avec Nicolas Poussin, Louis XIV, Béranger Saunière, etc., etc. Mais en même temps, on a dit beaucoup de mal du Da Vinci Code, mais il me semble que ce livre a permis à des millions de personnes de s'intéresser à des sujets qui étaient restés plus ou moins occultés ou réservés à quelques initiés. Alors moi, David Chicot, j'ai adoré. En tant que lecteur, je trouve que ça fait partie aussi. Dan Brown fait partie de ces écoles américaines de l'écriture, qui sortent des ateliers d'écriture où on fabrique des écrivains. Donc le seul reproche que je lui ferais à Dan Brown, oui, le roman est bien écrit, l'enquête est bien menée, c'est un vrai suspense, un vrai thriller. Complètement. Ouais. Mais c'est quand il met en début du livre que ce livre est un roman.
Or, il parle de personnages qui ont existé, donc ce ne peut être un roman. Voilà, c'est le seul reproche que je ferai. Ouais, c'est un vrai débat. Alors ça, tu reviens sur la définition du roman. Oui. Alors, moi, la définition, tu vois, tu comprends mieux aussi l'approche que j'ai à travers ma trilogie. C'est-à-dire que j'ai fait un essai. Pourquoi? Parce que je veux et je voulais et je veux toujours effectivement que ce bouquin-là puisse être attaqué et critiqué sur son contenu. Voilà, en disant bah vous avez tort là-dessus, vous avez raison, etc. Oui. Voilà. Maintenant, dans la deuxième partie où je révélerai ce qu'il y a dedans, je ne pourrai être sûr du contenu qu'à partir du moment où ce sera ouvert. D'accord? Donc on reste véritablement sur une hypothèse. Et je reviens sur cette définition de Max Gallo quand il essaye de définir le roman, il a cette définition qui à mon sens est très juste. Il dit le roman c'est l'art de l'hypothèse. Ouais. Et ça me convient bien. C'est-à-dire que c'est pour ça que j'ai construit le deuxième tome comme un roman en me disant finalement qu'est-ce que tu essayes de faire passer? Une hypothèse. Tout simplement en disant aux gens, voilà, on va vers ça pour le contenu. Pourquoi? Parce que Poussin nous le dit et je démontrerai ce que je dis. Maintenant, le contenu, on ne pourra le vérifier que quand on ouvrira Puvert. Alors ça paraît fou de dire, il veut vraiment ouvrir. Oui, je persiste et signe. J'espère un jour pouvoir ouvrir Puvert. Ouais. Oui, mais je pense que toi, comme d'autres, nous sommes là pour éveiller. Voilà, tout à fait. Pour apporter d'autres connaissances que celles que l'on veut bien nous faire gober. Alors il est certain que nous sommes tellement conditionnés que voilà, c'est pas facile d'y croire. Et puis on l'a pas vu à la télévision. Mais si, par exemple, il y a plusieurs heures maintenant, puisque nous sommes là depuis 23 heures, quand on parle de la fuite en Égypte, le tableau de Nicolas Poussin, il se trouve bien actuellement à Lyon. Tout à fait, oui. Tout à fait. Patrick Poivre d'Arvor l'a annoncé à la télévision. Qui parlait de Nicolas Poussin? Avant? Oui. Ah bah il y a plus grand monde à parler de Poussin parce que c'est aussi un peintre. On en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la définition de ce qu'il peignait, ce qui peint entre nous, le côté classique et le côté baroque, c'est vrai que quand tu regardes aujourd'hui l'expressionnisme, quand tu prends l'impressionnisme, c'est quand même beaucoup plus sympa dans l'imagination, dans la peinture que ces peintures cloisonnées du XVIIe où malgré tout le talent qu'ils avaient, il y a un talent fou derrière tout ça. C'est quand même dur à voir, quoi. Je veux dire, As-tu été faire un tour à l'église Saint-Sulpice à Paris? Tout à fait, ouais. Tu as vu les tableaux? C'est une église, c'est vrai, c'est faut reconnaître qu'il y a de la magie dans cette église. Alors, moi en plus j'ai eu la chance de rentrer 2 ou 3 fois dedans et à chaque fois il y avait le chœur de Saint-Sulpice à l'intérieur. Donc c'est vraiment impressionnant, quoi. C'est une église vraiment. Et puis Saint-Sulpice, c'est l'histoire du méridien. C'est le Gnomon. Voilà, mais tu vois. Mais il n'y a pas que ça. Non, il y a le méridien. D'ailleurs, ce méridien, on le retrouve très présent dans les constructions de châteaux, d'endroits dits sacrés. Alors, tige de Diane à arc 0. Ouais. Alors justement, le château d'Arc. C'est le arc. C'est une autre anagramme, tu vois, ce qu'on disait tout à l'heure de et in Arcadia Ego. Ouais. Et celle-là est intéressante aussi parce que la tige de Diane, c'est-à-dire la lignée de Diane, se trouve à arc 0 sur le méridien 0. C'est arc ARC uniquement. Se trouve sur le méridien 0. Et là, quand tu regardes le méridien 0 où il passe, t'hallucines quand même, quoi. Tu vois, lorsque tu regardes la construction de la pyramide du Louvre, lorsque tu regardes la construction de l'Arche de la Défense, elle se situe à quel niveau sur le méridien? On est dessus pratiquement. Ouais, méridien 0. On est dessus, ouais, c'est ça. Et là aussi, il y a toute une symbolique sur le méridien 0 qui alors Dan Brown a joué là-dessus magnifiquement bien aussi. Faut reconnaître ça. La question, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau du méridien 0? Ça passe à Rennes-le-Château. Tiens, toujours en parlant de Rennes-le-Château, certains se sont glorifiés de la visite de François Mitterrand, qui n'était pas président de la République, à Rennes-le-Château. Mitterrand aurait été très intéressé par la Bessonnière. Ouais, ça c'est aussi la légende. N'y avait-il pas été simplement pour sa campagne électorale? Je pense aussi. Alors ceci étant, on peut dire que derrière il y a eu effectivement la pyramide du Louvre, qu'on le surnommait le Sphinx. Je pense qu'effectivement Mitterrand était passionné d'égyptologie, mais quelque part dans ce que tu dis là, même s'il y a été par hasard, ça met de l'eau un peu dans mon moulin de dire l'Égypte est dans le Languedoc. C'est un peu ça. Alors l'histoire de Rennes-le-Château maintenant, c'est pareil, il y a beaucoup de poudre aux yeux aussi. C'est le candidat Mitterrand qui va là-bas. Oui, c'est ce que je dis. Oui. Bon, alors moi je dis que derrière sa visite dans le Languedoc aussi, est-ce qu'il fait pas un signe vers l'Égypte antique?
On peut se poser la question quand on voit le Sphinx, la fin de ses jours en Égypte, tous ces trucs-là font que finalement tu te dis tiens, Mitterrand était passionné d'égyptologie. Moi, ça me convient assez bien. Quelques jours avant son décès, où était François Mitterrand, sinon en Égypte? Ouais, c'est ça. Ouais. Nous sommes bien d'accord. C'est pour ça que on peut dire aussi quelque part Mitterrand, il apporte de l'eau au moulin de l'Égypte dans le Languedoc. Mais cette théorie-là, je suis content d'en parler ce soir aussi parce que pendant des années, moi j'ai commencé, je me souviens avoir dit à Honoré Guécourt fin 99, donc un peu plus de 2 ans, presque 3 ans après avoir travaillé le sujet, où j'étais déjà en pleine écriture de tout cela. L'année de l'éclipse. Ouais, peut-être. Ouais. Je me souviens avoir dit à Honoré, j'ai dit, tu vois, je sais pas, mais le Languedoc, c'est la rencontre de la Celtie et de l'Égypte. C'est-à-dire que notre civilisation n'est pas, ce qu'on nous cache en fait, c'est que notre civilisation n'est pas une civilisation judéo-chrétienne, mais une civilisation celto-égyptienne. C'est ça, la grande mascarade, le masque qu'on nous a mis sur les yeux depuis des millénaires. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, je suis toujours dans cette optique-là par rapport à Puyvert, par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans le Languedoc. On verra bien, quoi. Bonjour, John. Oui, bonsoir. Je n'écoute pas depuis le début, mais en tout cas, ce que j'ai pu entendre, c'est très intéressant. Je voulais faire une petite remarque. Ça voudrait dire que donc les Égyptiens ont inventé en quelque sorte les premiers bétons, quoi. Le premier béton. En quelque sorte, oui. L'aggloméré, tout à fait, oui. Ouais. Bah, c'est le principe on revient sur ce qu'on disait sur Davidovich. Les pierres moulées, les pierres reconstituées. Sur les pierres moulées, il y a eu les travaux de Davidovich, on les trouve assez facilement en fait. Hein. Là aussi, je suis surpris moi que ce soit une théorie qui soit si peu reprise, parce que pour quelqu'un qui encore une fois qui travaille sur les rampes, sur ce qu'on nous présente de manière officielle, ça colle pas quoi, ça colle jamais. L'hypothèse de Davidovich, elle passe. Mais c'est une théorie très intéressante que je n'avais jamais entendue nulle part. Alors, ça s'appelle John, il s'appelle aussi John, c'est John Davidovich. D'accord. Mais c'est vrai que c'est passionnant et on a enfin, ça fait quand même quelques années maintenant qu'il développe sa théorie, mais on a enfin une explication rationnelle et cartésienne un petit peu à tout ça. Là où on essayait de nous imposer, c'est comme la vision des esclaves au niveau des pyramides. C'est une vision qui est fausse. Il n'y a jamais eu d'esclaves à construire des pyramides. Il y avait que des artisans, des gens qui étaient payés. Et ça aussi, comme il n'y a pas eu d'Hébreux non plus, enfin il y a toute une philosophie, une histoire officielle qu'on nous raconte qui est fausse, à mon sens. D'accord. Et pourquoi la théorie des pierres tirées et roulées sur des rondins et montées donc avec des rampes, vous n'y croyez pas? Alors, c'est impossible. C'est-à-dire que sur les premières rangées du bas, ça pose aucun problème. Parce qu'effectivement, le dénivelé, il n'est pas très important et on peut effectivement considérer qu'en tirant les pierres, ça le fasse. Mais après, il faut monter. Mais plus on monte, imaginez quand on arrive, c'est quand même des. Je vous interromps. Allez-y. J'ai vu des images de synthèse dans des reportages sur la Sphinx. Alors, la rampe entoure la pyramide et monte en collimation autour